Rivière et énergie, entretien avec Avril Quentin, technicienne rivière, le 8 juillet 2019. On va faire les deux voix. Bah, je joue Céline Domingy et tu joues... D'accord, fais Céline Domingy alors. Ouais. Donc tu fais l'intervieweur, c'est ça? Ouais. Au cours de nos repérages, nous avions discuté de l'énergie de la rivière. Tu avais alors parlé du fait que la rivière a besoin de choses qui viennent contrarier son énergie pour pouvoir être ce qu'elle doit être. Cela m'a intrigué et intéressé. D'une part, comme exemple négatif de ce que peut être une énergie pure, et d'autre part, car j'y ai entendu l'idée de la nécessité d'un tiers inclus, du besoin de contradiction pour faire équilibre. Pourrais-tu revenir sur cette question ? La rivière, quand elle sort de terre, elle a déjà une certaine énergie qui est due au fait que les sources sont souvent dans des zones de pente. Lorsque la pente est forte, l'eau va vite courir. Ainsi, elle déploie tout de suite une grande énergie. Et plus cette eau dévale des pentes, plus elle acquiert de l'énergie cinétique. Ce faisant, elle arrache des blocs de matière sur son passage qui lui permettent de dissiper cette énergie. En usant les roches, l'eau va transporter au fur et à mesure de son parcours des blocs de taille plus ou moins importante, des pierres, des galets, qu'elle va disposer tout au long de son parcours pour faire un lit. Le lit de la rivière, c'est quelque chose que l'eau crée avec les matériaux qu'elle apporte. Au bout d'un moment, la rivière trouve un certain équilibre et pour garder cet équilibre, elle a besoin de transporter de la matière qui lui permet de freiner son énergie, de la dissiper. La rivière est un fluide qui transporte des solides. C'est un équilibre assez délicat. Quand elle manque de matériaux, pour diverses raisons, par exemple si elle est freinée dans son cours, interrompue par des barrages ou parce qu'on extrait de la matière, elle va redoubler d'énergie et elle va aller se venger, j'ai envie de dire, en allant chercher des matériaux sur les bordures. Pour l'être humain, ça peut créer un certain nombre de problèmes, puisqu'il peut y avoir des phénomènes d'érosion, de surcreusement, etc. Ils sont dus au fait qu'on a perturbé son équilibre. Donc pour récupérer son équilibre de fonctionnement, la rivière va rechercher de la matière qu'elle transporte à nouveau pour la disposer tranquillement dans son fond. C'est donc par son lit que la rivière crée son équilibre. Elle crée quelque chose au fond de son lit qu'on appelle un pavement. Le pavement est quelque chose de très instructif. La rivière trouve un profil d'équilibre entre sa source et le niveau de la mer, qui peut être amené à varier dans le temps géologique. Quand le niveau des mers évolue, le profil des cours d'eau, leur pente, évolue aussi. Chaque rivière a une pente idéale, avec un point d'équilibre qui est à peu près au milieu de son cours. Elle a une pente idéale sur laquelle elle dépose des sédiments, et cette pente est stabilisée au fond par ce pavement que la rivière s'est créé, qui est son lit, qui est sa zone de confort en quelque sorte. Ce profil d'équilibre peut varier dans les temps géologiques. Quand on étudie la sédimentation des rivières, on peut voir le dépôt que la rivière a pu faire dans le passé, à différentes époques. Ainsi, on comprend les réchauffements climatiques, les refroidissements ou les périodes de glaciation grâce à la sédimentologie des rivières. Parce que suivant les climats, elle ne va pas couler de la même façon ? Effectivement. Imaginons que tu élèves le niveau de sortie de l'eau. Si le niveau des océans monte, par exemple, ça va freiner la rivière, car la pente est diminuée. Elle va couler moins vite, et va donc déposer des choses beaucoup plus fines parce que l'érosion est plus lente. Si tu étudies les dépôts d'une rivière et que tu vois qu'ils deviennent de plus en plus fins pour la même rivière, c'est que le niveau a monté, c'est un signe de réchauffement. A contrario, si on voit beaucoup de dépôts grossiers, c'est que l'érosion a été très forte, et dans ce cas, les sédiments déposés sont épais et gros jusqu'au bout. On est dans une période d'abaissement du niveau des océans, et donc de glaciation. Plus il y a de glace qui se forment, plus le niveau des océans baisse. Quand le niveau des océans baisse, la rivière a plus d'énergie parce que la pente augmente.
En d'autres périodes, elle en a moins parce que le réchauffement climatique est là. Le réchauffement, c'est un tout. Il y a moins de débit, moins de sédiments et donc moins d'énergie à dépenser finalement. Moins d'eau, moins d'énergie. C'est ce qu'on va vivre dans les années qui viennent. On va avoir moins d'énergie dans les rivières, moins de force, moins de débit, moins d'eau, avec toutes les conséquences qu'on peut attendre sur le milieu aquatique. Cette baisse de l'énergie de la rivière a une influence à tous les niveaux, parce que la vie aquatique est aussi fonction de ce volume d'eau, de cette vitesse et de ces sédiments. Les poissons vont être contraints par la taille des sédiments, ils ne vont pas vivre au même endroit. Si tu as des sédiments grossiers, tu as plutôt tel type de poisson. Avec des sédiments fins, tu en auras d'autres. La masse d'eau conditionne tout le reste. Si tu n'as pas les conditions réunies, tu n'as pas telle ou telle espèce. Idem pour l'humain. L'humain, il s'adapte. S'il y a plus ou moins d'eau, il y a plus ou moins de population, plus ou moins d'agriculture, plus ou moins d'eau potable, etc. Ça pose des questions de comment tout cet écosystème vit ensemble, plus ou moins bien, des questions d'équité, d'équilibre. Moins d'eau, moins d'énergie, ça génère des tensions, mais trop d'eau, trop d'énergie entraîne plus de tensions aussi. C'est valable dans les deux sens. Ivan Illich, dans son texte « Énergie et équité », nous explique la raison pour laquelle la croissance de la production industrielle d'énergie génère des sociétés qui ne sont pas équitables. Il invite les sociétés à être plus raisonnables. Il faudrait que chacun puisse avoir l'énergie qui lui suffit. Il faudrait peut-être revoir aussi la répartition de la production. Quand tu vois des barrages comme celui-ci, à Castelmoron, tu as un barrage énorme qui contrarie toute une vallée parce que son influence s'étend sur 20 km. C'est énorme. Le barrage contraint la rivière. Il contraint tout un milieu. Après, ça s'adapte autour. Mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que chacun ait sa petite production individuelle d'énergie pour avoir un niveau de vie confortable et libérer la rivière, plutôt qu'avoir une unité de production dont dépendent tous les habitants autour? Ce point alimente environ 5000 personnes, mais tu pourrais avoir des petits points. L'hydroélectricité, ça peut être bien si c'est bien fait. Il développe en ce moment d'autres systèmes avec des hydroliennes. C'est une bonne alternative, sans pour autant supprimer l'hydroélectricité, pour être en harmonie avec ce qu'il y a autour. C'est terminé. Merci. Bravo. Bravo, Avril. Voilà. Bon, Avril, voilà, c'est une perle. C'est balèze, hein? Elle parle bien, hein, elle est